Bonjour à tous. Je vais commencer par vous faire écouter quelque chose. Donc, ce que je viens de vous faire écouter, ce sont les incendies, le changement d'activité des incendies en Afrique australe. Donc, c'est une petite musique que j'ai créée à partir des données récoltées sur des sédiments marins. Donc maintenant, je vais vous montrer que comme les battements réguliers d'un cœur, ces incendies reviennent tous les 23 000 ans dans cette région. Donc pour faire cette découverte, je me suis plongée au fond des océans et je suis allée étudier les microcharbons, donc qui sont des particules brûlées qui sont produites lors des incendies. Et ces particules vont être transportées par les vents et les rivières vers le domaine marin et ils vont ensuite s'agglutiner avec d'autres particules, ils font partie de la neige marine et ils vont sédimenter jusqu'au fond de l'océan. Ensuite, on part avec le Marion Dufresne, c'est un bateau océanographique, pour prélever une carotte sédimentaire marine. Et j'ai travaillé en particulier sur cette carotte MD 962098 qui a été prélevée au large de la Namibie. Et cette carotte enregistre les changements environnementaux de la région. Alors pour regarder ces microcharbons, on commence par prélever du sédiment. Donc voici une partie, un tronçon de carotte, donc c'est de la boue océanique. Et on va prélever des échantillons tous les 5 cm par exemple, de la partie la plus récente, donc le sommet du carottage, jusqu'à la partie la plus profonde, la plus ancienne. Et chaque centimètre, on connaît l'âge du sédiment, donc on va pouvoir remonter dans le temps. Pour extraire ces microcharbons, on travaille en laboratoire, donc là c'est un traitement chimique, et ensuite on va placer ces petits résidus, des microgouttes, donc sur une lame qu'on va étudier au microscope, et on compte le nombre de microcharbons dans chaque échantillon, et on regarde aussi la forme des particules qui donnent des informations sur le type de végétation brûlée. Alors voici les résultats. Ici vous avez en noir la courbe de microcharbon en fonction du temps. Donc là on a 190 000 ans, et ici c'est le présent. Et vous voyez, donc ça c'était ma première surprise, c'est que tous les 23 000 ans, on a des pics d'incendie qui se répètent de manière régulière. Donc ce sont les bandes grises. Et quand j'ai regardé la morphologie, donc la forme de ces microcharbons, je me suis rendu compte que ces particules étaient plus allongées, donc dans ces périodes grises, quand on avait des pics d'incendie. Et finalement, les particules plus allongées sont produites par des feux d'herbacées. Donc en combinant les deux enregistrements, je savais qu'il y avait plus d'incendies qui se propageaient dans une savane herbeuse. Alors ma deuxième surprise a été de constater qu'il y avait plus d'incendies pendant les périodes où la Terre était globalement plus froide. Donc c'est le cas par exemple du dernier maximum glaciaire, c'est à peu près il y a moins 21 000 ans. La Terre, donc les calottes polaires étaient beaucoup plus étendues sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe du Nord. Et donc ça c'était très étonnant d'avoir plus d'incendies quand la Terre est globalement plus froide. À l'opposé, on avait donc moins d'incendies pendant notre période actuelle, qu'on appelle l'Holocène, et également donc, pendant le dernier interglaciaire, qui s'appelle l'Éémien, donc quand les calottes polaires sont réduites. Alors comment on peut expliquer ces incendies qui reviennent tous les 23 000 ans quand la Terre était globalement plus froide? Il faut faire appel à la théorie astronomique des climats ou la théorie des cycles de Milankovitch. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on sait que la Terre il y a eu des changements climatiques sur de très longues échelles de temps, aux échelles géologiques, et ces changements climatiques sont liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Alors il y a plusieurs paramètres qui vont jouer. Il y a d'abord cette distance Terre-Soleil, mais il y a aussi l'inclinaison de la Terre, ce qu'on appelle l'obliquité.
Et on a également la précession des équinoxes. Donc c'est tous les 23 000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord la précession des équinoxes, c'est quand la Terre bouge comme une toupie. Et ensuite, donc la Terre tourne autour du Soleil, elle bouge comme une toupie, elle a une inclinaison plus ou moins importante, et au bout de 23 000 ans, elle est dans cette position-là. Ce qui se passe, c'est que le Soleil va éclairer, va envoyer plus d'énergie dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Et ce changement d'énergie, ça va jouer sur la circulation atmosphérique, et en particulier sur la cellule de Hadley, c'est une cellule de convection, ce qui va influencer en fait la zone de convergence intertropicale, donc c'est la convergence des alizés. Et dans cette position-là, les pluies vont être plus vers le sud. Donc on a une augmentation des précipitations dans l'hémisphère sud, en Afrique australe ici. Là, c'est très illogique, parce que c'est les moments où on a plus d'incendies. Et quand il pleut, on devrait avoir moins d'incendies, parce que les végétaux sont trop humides pour brûler. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la savane herbeuse a besoin de pluie pour pousser. En fait, la densité avec les précipitations, la densité des végétaux augmente, et du coup on a plus de combustible pour brûler. À l'opposé, quand on fait encore un tour de 23 000 ans, la Terre se retrouve dans l'autre position, la position opposée, les pluies sont plus concentrées vers le nord, et là on a une sécheresse en Afrique australe. À ce moment-là, la végétation de savane herbeuse devient semi-désertique, et à ce moment-là, on n'a pas assez de combustible pour produire des incendies. Alors, j'ai donc une question. Un climat plus chaud entraîne-t-il toujours une augmentation des incendies? La réponse est non, pas toujours. Et maintenant, je vais vous montrer, on va se projeter pour le futur. Ça, c'est une carte de modélisation du risque des feux, projetée pour l'année 2100. Et en jaune, c'est quand on a un risque d'incendie plus élevé, et en bleu, un risque d'incendie moins élevé. Et qu'est-ce que vous voyez pour 2100? Sous un climat plus chaud, on est censé avoir une augmentation du risque d'incendie. Alors pourquoi il y a cette telle différence entre les résultats de ce modèle et puis nous, ce qu'on voit au niveau de nos études paléo? C'est que dans cette modélisation, ils ont pris une végétation actuelle, donc la savane herbeuse, et ils ont appliqué une augmentation des températures et une augmentation de sécheresse, qui conduit à cette augmentation du risque incendie. Par contre, là on est sur une végétation constante, mais si ce changement climatique a un impact sur la végétation et la transforme en végétation semi-désertique, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, on va avoir une diminution du risque des incendies. Donc j'espère que je vous ai convaincu que les incendies, ce n'est pas juste une question de sécheresse et de température, c'est aussi une question de combustible, donc il faut bien garder ça en tête. Et j'espère que je vous ai convaincu aussi qu'il faut avoir un esprit critique, garder un esprit critique pour la science. Je vous remercie. Donc, bonjour, donc moi je vais vous parler de l'avenir climatique qu'on peut voir comme quelque chose de prévisible mais qu'on peut aussi voir comme quelque chose d'incertain. Donc comment est-ce qu'on prédit l'avenir climatique? Donc on ne prédit pas l'avenir climatique en regardant comment ça évolue à l'aide d'une boule de cristal en faisant de la vaillance, mais en réalité on peut réussir à le faire grâce au modèle climatique. Donc qu'est-ce qu'un modèle climatique? C'est un modèle numérique qui vient réaliser un découpage en 3 dimensions de la Terre. Et si on regarde un petit peu ce découpage plus localisé, on voit des petits cubes comme ça qui représentent chaque localisation de la Terre à une différente hauteur. Et ces petits cubes-là, on vient les faire interagir les uns avec les autres suivant ce qu'on connaît de la physique. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'évaporation, les échanges de chaleur, les courants, etc. Tout un tas de choses. Donc concrètement, on vient dans un modèle numérique mettre tout ce qu'on connaît de la physique pour avoir une approche la plus complète possible et ainsi modéliser comment va évoluer par exemple la température ou les précipitations dans une certaine région du monde. Et donc ça c'est fait grâce aux équations physiques qu'on connaît. Et comme vous pouvez le voir, on a besoin de connaître par exemple l'effet de serre, dont vous le savez, a une composante essentielle sur le changement climatique. Et si on regarde un petit peu, par exemple, la température, donc ici l'évolution de la température en comparaison avec les années 2000, donc à peu près aujourd'hui, donc le 0 est mis sur les années 2000, et on regarde comment ça évolue dans le temps.
Donc, concernant le passé, entre 1950 et aujourd'hui, les modèles climatiques peuvent estimer quelle était l'évolution de la température à l'aide de mesures, par exemple, sur la concentration en gaz à effet de serre. Mais dans le futur, ce qu'on ne connaît pas, c'est dans quelle quantité l'homme va émettre des gaz à effet de serre, et ça dépend de nos politiques, etc. Donc on est obligé de faire des hypothèses, on est obligé de créer des scénarios. Et donc on va avoir un scénario, par exemple en bleu, où l'humanité va extrêmement réduire ses émissions de gaz à effet de serre grâce à des politiques actives en termes de climat. Et donc là, on voit que d'ici la fin du siècle, dans ce scénario-là, les modèles climatiques permettent de prédire une augmentation de plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et puis, on a un scénario, donc ça, on peut le voir un peu comme un scénario optimiste. Et puis, on va avoir un scénario un peu plus pessimiste, en rouge, où là, c'est si l'homme ne fait rien et continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, on voit que dans ce scénario plus pessimiste, la température d'ici la fin du siècle atteint plus 4 degrés. Et puis, bien sûr, on a des scénarios intermédiaires. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les modèles climatiques nous permettent, en faisant des hypothèses sur les activités humaines, de prédire le climat futur. Donc là, en regardant la température. Mais en fait, ces prédictions vont de pair avec des incertitudes. Donc, c'est les barres d'erreur que vous voyez ici. Par exemple, ces incertitudes, on peut voir qu'elles augmentent au fur et à mesure du temps. Et ces incertitudes, elles sont uniquement liées au fait que les modèles climatiques ne sont pas parfaits. On n'arrive pas à simuler la grande complexité du climat. Voilà. Et donc, si on regarde un peu ce qu'on peut prédire comme risque futur, il y a une flopée de risques futurs, mais là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à la précipitation, aux précipitations. Donc, on peut regarder, par exemple, dans toute la partie nord de l'hémisphère nord, on va avoir une hausse des précipitations. On peut aussi regarder, par exemple, sur tout le pourtour méditerranéen, des baisses de précipitations. Donc, après, là, il y a des risques sur l'agriculture, etc. Et on a carrément des risques de désertification, des zones qui deviendront inhabitables sur certaines parties de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre risque? On peut penser à ceux liés à la mer. Donc, on va avoir une augmentation du niveau de la mer sur les côtes. Et puis, on voit des activités cycloniques accrues, là, notamment sur l'Asie de l'Est. Et en fait, cette légende essaye de répertorier quelques effets importants, mais des effets, il y en a énormément, qui se cumulent. Et on peut regarder quelles sont les régions les plus à risque face aux effets cumulés du réchauffement climatique. Et donc là, en rouge, vous avez les risques extrêmes. Et donc on voit les régions qui ont ces risques extrêmes, qui sont principalement l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, etc. Donc des régions très peuplées. Et on voit sur cette carte que ce n'est pas forcément les régions qui sont les pays les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc voilà, on voit que le réchauffement climatique touche de façon inégalitaire les différents pays. Alors là, il faut bien faire attention. On parle de risques extrêmes, mais évidemment, il y a des risques pour la France ici aussi. Mais ils sont moins extrêmes que d'autres pays. Voilà, il y a des fortes inégalités. Et en fait, moi, dans le cadre de ma thèse, j'étudie le pourquoi il y a autant d'incertitudes, notamment avec un phénomène physique qui est difficile à modéliser dans le climat, en particulier le courant de circulation océanique en Atlantique. Et donc ce courant, il est schématisé comme ça. Donc vous avez, vous vous en doutez, il fait plus chaud au niveau de l'équateur. Ces eaux chaudes sont transportées via ce courant océanique plus vers le nord, via ce parcours-là avec les flèches en rouge. Ensuite, ces eaux chaudes vont libérer leur chaleur, vont refroidir au contact avec le nord, et en refroidissant, vont devenir plus lourdes, plus denses, et couler, et donc redescendre vers le sud pour fermer la boucle via des eaux qui sont plus profondes. Voilà. Et donc il y a il y a transport de salinité, mais aussi transport de chaleur, du coup, comme ça. Et on peut un peu voir ça schématiquement comme un système où on aurait notre chaudière à l'équateur et puis une libération de chaleur au niveau de l'Atlantique Nord. Et en fait, ce courant, comme beaucoup de choses dans le climat, sont affectés par le réchauffement climatique. Et comment il est affecté? Il est prédit, d'après les modèles climatiques, que ce courant océanique ralentisse. Et les risques d'un tel ralentissement, ils sont répertoriés sur cette carte-là. Donc, comment vous vous en doutez, comme il y a un transport de chaleur vers le nord, si ça ralentit, il y a moins de chaleur transportée vers le nord, donc il va y avoir, avec un haut niveau de confiance, donc ça c'est notre incertitude, une diminution de la température en Europe de l'Ouest.
Mais en fait, ça, c'est pas forcément quelque chose qui va contrecarrer le réchauffement climatique parce que ça va surtout être actif en hiver. Et il y a énormément d'effets. Sur l'Europe, on peut voir une augmentation des tempêtes. Et en fait, c'est lié au fait que ce courant interagit avec l'atmosphère. Donc finalement, la grande complexité du système climatique et les grandes interactions entre la Terre, l'eau et l'air, etc., font qu'il y a des implications sur une bonne partie du globe. Et une implication majeure, si ce courant est destiné à ralentir, c'est ce que j'ai mis ici en encadré. Et en fait, ça concerne ce qu'on a pu voir dans la présentation précédente, c'est à savoir la zone de convergence des pluies. Et cette zone de convergence des pluies, vous pouvez voir qu'elle est ramenée plus vers le sud. Donc vous avez plus de pluie ici, donc des risques d'inondation accrus. Et puis vous avez plus de sécheresse plus au nord ici. Voilà, cette zone de pluie est déplacée vers le sud. Et en fait, ces risques-là sont extrêmement forts et mettent la pression sur l'agriculture notamment. Voilà, donc ça représente des risques importants. Et donc si on revient sur nos scénarios dont on a parlé précédemment, à gauche, on a le scénario où l'homme réduit considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. À droite, on a le scénario où l'homme ne fait rien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et on peut regarder un peu l'évolution de l'intensité de ce courant entre 1850 et la fin du siècle. Ce qu'on voit, c'est que dans le meilleur cas, ce courant ralentit, donc il y a les effets dont je vous avais parlé précédemment, qui seront actifs, mais se stabilise et ralentit beaucoup moins que dans le scénario où il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, où là, il n'y a pas de convergence. Ici, c'est destiné à ralentir encore après la fin du siècle. Et ce qu'on peut voir aussi sur cette figure, c'est que voilà, la courbe en gras, c'est ce qu'on arrive à prédire, mais cette prédiction, comme je vous ai dit précédemment, va de pair avec une incertitude. Et voilà, l'incertitude augmente de façon très forte au fur et à mesure du temps, du fait que c'est quelque chose qui est difficile à modéliser dans les modèles climatiques, de par la grande complexité de ce courant océanique. Et c'est pour ça que dans le cadre de ma thèse, je travaille à essayer de réduire cette incertitude qui a des conséquences fortes sur derrière les risques. Voilà. Donc pour résumer, ce qu'on a vu dans cette présentation, c'est que l'avenir climatique peut se prédire grâce au modèle climatique, mais ça va toujours de pair avec une incertitude qui est propre à la grande complexité du climat. Voilà, merci pour votre attention. Bien, bonjour tout le monde. Donc je vais aujourd'hui intervenir sur cette question du climat et on va revenir sur les questions aussi de complexité abordées tout à l'heure à partir d'une réflexion qui concerne l'adaptation du littoral et la prise en compte de sa vulnérabilité à l'heure des changements globaux. Voilà, c'est le thème proposé donc, pour cette dernière intervention. Alors juste, pour préciser le contexte et la question le fil conducteur, si vous voulez, de la conférence ici, c'est de prendre en compte donc, ces changements globaux et comment les prendre en compte dès lors que l'on souhaite que les territoires littoraux soient capables de s'adapter à de tels impacts, à de tels changements. Alors pour ce faire, en fait, on est amené à appréhender le réel dans toute sa complexité, à développer une approche en 3 temps, une approche qui développe plutôt une vision globale du problème, hein, de la vulnérabilité du territoire, une approche qui s'inscrit dans l'interdisciplinarité, parce qu'on va le voir, les impacts concernent effectivement dans leur étude, mobilisent plusieurs disciplines, et enfin une analyse qui concerne une approche en termes de système, pour pouvoir appréhender les interactions entre les populations, les humains on va dire, et leur environnement et la nature si vous préférez. Donc voilà les 3 éléments qui vont guider cette présentation. Alors j'ai parlé de changements globaux, peut-être en 2 mots très rapidement. De quoi s'agit-il? En fait, on parle de changements globaux dès lors qu'on s'intéresse à des transformations qui s'opèrent à l'échelle du système Terre, autrement dit à l'échelle planétaire. Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet. Et donc pour préciser un petit peu, il faut considérer ici que ça concerne bien sûr les terres de manière générale, mais aussi les océans, l'atmosphère, donc la vie dont on fait partie, et la plupart des processus naturels qui s'opèrent à des échelles de temps géologiques. L'ensemble de ces éléments, alors c'est une autre particularité importante, c'est que ces éléments sont tous en interaction, donc les différents compartiments, que ce soit l'hydrosphère, l'atmosphère, enfin bref, tout est interconnecté, et c'est bien ça aussi qui rend le réel
très souvent complexes. Ceci étant, donc, on peut se demander quels sont les changements globaux que l'on pourrait citer. À titre d'exemple, peut-être que vous en connaissez, on a parlé déjà d'un d'entre eux tout à l'heure, le changement climatique en est un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous seriez, voilà, si je vous pose la question, de me donner des exemples de changements globaux, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns? J'en donner un exemple, il y en a plein, hein, on est entouré de... Non, personne... Oui, vous souhaitez... Allez-y, hein, c'est... Non? Oui. La perte d'étiage... Oui, donc... Ok, oui, donc... Oui, tout à fait. Donc là, vous mettez l'accent sur une perturbation d'un cycle qui est le cycle de l'eau. Et effectivement, c'est là aussi un changement global. Oui. À des transformations, à des changements d'habitat, etc. Oui, ok. Bon, il y en a plein en fait. Bon, on ne va pas y passer trop de temps, c'est pas l'objectif là de. Mais c'était juste, voilà, pour préciser un petit peu. On parle de changements globaux. Il y a le climat. Il y a de plus en plus lié au climat, on le voit ces derniers temps, l'érosion de la biodiversité, hein, la disparition d'un certain nombre d'espèces. Bon, là, la raréfaction de l'eau, donc voilà, le cycle de l'eau qui est là derrière, la déforestation, l'artificialisation des sols de manière générale. Hein, on parle d'urbanisation généralisée, au nord comme au sud, les pays riches comme les moins riches. Voilà, la modification des cycles, bien sûr, à l'échelle biogéochimique. Donc, au niveau de la biosphère, le cycle du carbone, le cycle de l'azote ou encore le cycle du phosphore. L'acidification des océans, bon bref, derrière la plupart, ça marche plus, si, de ces éléments-là, de ces changements globaux-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière? Eh bien, c'est l'impact ou les empreintes d'origine humaine qui vont effectivement perturber les processus naturels à l'échelle globale. Bon, je vous ai proposé là quelques représentations. Oups, ça va un peu trop vite, excusez-moi. Juste avant, donc, bon, tant pis. Donc, la déforestation. Ici, on a des activités extractivistes. Hein, l'économie à l'échelle mondiale aujourd'hui, elle est de type extractiviste. On n'est pas passé à autre chose pour le moment. Et dernière diapositive. Voilà, c'est la fonte des glaciers. Bon, voilà. Donc, effectivement, voilà le contexte dans lequel on est amené à travailler. Alors, excusez-moi. Ce que l'on peut dire, puisque le sujet qui m'intéresse, c'est l'adaptation des littoraux dans ce contexte de changements globaux. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de regarder un littoral particulier, le littoral néo-aquitain, qui se trouve confronté à deux types, trois, mais en réalité deux, c'est ceux qui vont m'intéresser aujourd'hui, deux types de risques majeurs. C'est la submersion marine et le risque d'érosion côtière, qui sont vraiment les deux risques les plus prégnants, si vous voulez, sur notre territoire. Alors effectivement, on est dans un contexte avec le changement climatique d'élévation du niveau des mers. Je le rappelle, pour la Nouvelle-Aquitaine, la vitesse moyenne d'élévation du niveau des mers, c'est à peu près 2 mm par an depuis la moitié du siècle passé, hein, depuis 1942. Et si on regarde les projections d'élévation globale pour la fin du siècle en cours, selon les scénarios alors optimistes, on va dire, où on va être efficace en termes de politique climatique, on aura 30 à 60 cm environ, mais si on n'arrive pas effectivement à être assez opérationnel dans les mesures que l'on va choisir ou que l'on va mettre en œuvre, eh bien si on n'y arrive pas de manière très opérationnelle, on va atteindre un mètre, parfois même un peu plus, dans les projections notamment du GIEC. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Du coup, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, parce que je n'ai pas le temps, vous reporter au rapport Acclimatera de 2018, qui, dans un chapitre, s'intéresse effectivement à la question du littoral et des risques qu'il encourt, et donc vous voyez qu'ils reprennent dans ce rapport les risques d'érosion, les risques de submersion, et on peut ici préciser que ces risques-là, encore une fois, on l'a vu dans les deux présentations précédentes, se situent dans des contextes d'incertitude, évidemment. On n'a pas toutes les données du problème aujourd'hui, il y a de nombreuses incertitudes. Mais ceci nous conduit, dans ce contexte-là, précisément incertain, de vivre avec le risque, nous conduit à vivre avec ce risque-là ou ces risques-là, sachant que, voilà, on ne peut pas... on sera amené à y faire face, mais dans ce cas-là, ça nous conduit aussi, par ailleurs, à développer des stratégies à l'échelle des communes littorales qui visent à des gestions dynamiques, contrôlées, mais des gestions dynamiques. Ça veut dire que ce sont des gestions adaptatives qui vont évoluer au fil du temps, compte tenu de la survenue de certains risques qui vont effectivement être plus ou moins forts, selon que vous êtes au nord ou au sud de la côte atlantique. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors effectivement, on en parle pourquoi? Parce que c'est un littoral qui est très habité et urbanisé, avec des activités économiques très variées, bien sûr le tourisme, la pêche, et j'en passe, mais voilà, en tout cas, la vulnérabilité du littoral est, si vous voulez, directement associée au fait qu'il est habité et où il
il y a aussi de nombreuses activités humaines qui se sont développées. Alors dans ce contexte, que peut-on faire? Eh bien, on peut proposer des pistes pour diminuer, réduire la vulnérabilité de ce littoral, essayer de proposer des outils d'adaptation, de protection d'abord, avec la construction, voire l'entretien d'infrastructures. Alors de quoi s'agit-il ici? Essentiellement, on parle de digues, infrastructures de protection. Ça peut être aussi, et c'est fréquent maintenant depuis pas mal d'années, sur toutes les plages de l'Atlantique, on les recharge à différents endroits. On peut penser à Soulac, mais pas que, il y a d'autres endroits, Lacanau, où on va effectivement faire de la recharge, parce que sinon, bien, il y aurait depuis très longtemps plus de plages, si vous voulez. Donc voilà, c'est les phénomènes d'érosion et de submersion, combinés avec l'élévation du niveau des mers, c'est quelque chose qui est très prégnant sur cet espace-là. Déterminer des zones de protection et également déterminer ce qu'on appelle du repli stratégique, c'est-à-dire la possibilité de relocaliser à l'intérieur des terres certaines activités, certaines habitations, voilà, qui vont effectivement se déplacer pour certaines communes à l'intérieur des terres. Donc voilà dans le contexte, aujourd'hui, le contexte du littoral, l'on doit prendre en compte pour pouvoir apporter des réponses, ou en tout cas des politiques qui peuvent nous amener effectivement à nous protéger de ces changements globaux. En tout cas, ils sont là, il faut essayer de faire avec. Alors je vais reprendre les 3 points qui sont le fil conducteur de ma présentation. Je vous ai dit, on a nécessité ici de se situer dans une approche de type global et non pas de type partiel pour traiter de la vulnérabilité, tout simplement parce qu'on le voit ici, c'est l'Observatoire de la côte aquitaine qui a produit cette carte. Donc on est effectivement sur le territoire intéressé, sur le littoral néo-aquitain, et on voit qu'il y a différents types de risques. L'aléa de submersion marine, le recul du trait de côte, qui sont ici caractérisés avec des niveaux faibles, forts ou moyens. On ne va pas entrer dans le détail, mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que globalement, tous ces risques-là qui sont localisés sur certaines communes ne seront pas présents avec la même intensité dans le temps. Il peut y avoir effectivement des caractéristiques particulières. Près du Pays Basque ou au nord, du côté de Soulac, dans le Médoc, on n'aura pas les mêmes problématiques et les mêmes événements qui vont se produire. Donc on est amené effectivement à considérer ces différents risques et à adopter effectivement des stratégies qui permettent de réduire la vulnérabilité sur les communes qui font face donc à ces perturbations-là. Alors bon, je vous le mentionne, mais bon, je ne développerai pas. Depuis une dizaine d'années, en France, on a une stratégie de gestion intégrée du trait de côte qui associe les communes, etc., toutes les parties prenantes et les populations, pour essayer effectivement de converger vers des solutions pour permettre de vivre avec la mer et non pas de vivre contre elle. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc voilà, mais ça change la focale, c'est-à-dire qu'on va le voir après, mais dans la vision globale, c'est un premier point, et encore une fois, ce n'est pas le seul, on a besoin de travailler avec d'autres disciplines. Je suis économiste et je m'intéresse aux questions environnementales, mais pour travailler sur ces questions-là, de manière générale, quand on veut essayer de limiter la vulnérabilité du territoire, il faut être en mesure de considérer les sciences de l'environnement, bien sûr. On a parlé tout à l'heure pour le climat de modèles climatiques, donc les mathématiques, la physique, ou encore ici, ce serait l'écologie, etc. Donc des sciences de l'environnement, mais aussi des sciences humaines et sociales, bien sûr, puisque voilà, il y a des populations qui vivent sur ces territoires, donc des économistes, bien sûr, mais aussi des juristes, des sociologues, des anthropologues, des géographes, enfin, ces questions-là nous invitent vraiment à dépasser le domaine de la discipline, et c'est vraiment intéressant pour apporter une meilleure connaissance des phénomènes étudiés. Il n'y a pas qu'une discipline, de toute façon, qui pourra répondre toute seule à la question qu'on se pose. Ça, c'est clair. Enfin bon, là, c'est quelque chose qui est évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. On a effectivement une orientation ici très interdisciplinaire pour travailler ces questions-là. Et dernier élément, si vous voulez, pour répondre aux enjeux qui sont posés ici dans ce contexte particulier, c'est la nécessité de considérer qu'on a un système, en fait. On pourra développer, mais la vulnérabilité du littoral néo-aquitain, elle s'inscrit dans une approche systémique, dans une approche où on va mettre en relation les différents éléments vivants et inanimés qui sont sur ce littoral. Donc les populations avec la nature, etc. Je ne vais pas développer, mais c'est ça le cœur de ce troisième point. Et pour le montrer, si vous voulez, je vais prendre l'exemple des digues, puisque je vous ai dit on peut mettre des infrastructures pour se protéger du risque de submersion. Bon, alors c'est vrai que ça c'est quelque chose de très ancien, les marais côtiers atlantiques, au nord comme au sud, ils existent depuis très longtemps, et ça fait même parfois plusieurs siècles qu'il y a des ouvrages de protection, des digues qui ont été érigées pour effectivement protéger des submersions, en fait, ces terres qui ont été gagnées sur la mer. Bon. Donc, effectivement, on est dans ce contexte, et l'objet digue, finalement, ici, il revient aujourd'hui dans un contexte différent, mais avec les changements globaux,
mais il traduit aussi, j'ai mis notre relation à la mer, parce que bon, la digue, c'est une représentation de la relation à la nature aussi particulière quelque part. Et en fait, on pourrait, cet objet digue, le situer à deux niveaux, de deux manières plutôt. On pourrait considérer d'abord qu'effectivement, il faut nous protéger, de la submersion en érigeant des digues de plus en plus hautes, compte tenu de l'élévation du niveau de la mer, hein, il va falloir faire des efforts en hauteur. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette digue, elle est là pour nous protéger, et donc on est dans une vision où finalement, on est en train d'ériger des frontières statiques qui vont être quelque part infranchissables, puisqu'on veut que la mer reste de son côté, et que nous ne soyons pas impactés par cette submersion. Donc c'est une vision, que j'ai notée ici, très anthropocentrée. Bon, c'est ce qui a été la vision, elle est encore là, hein, toujours assez présente, mais ça évolue, les choses changent un peu, mais pendant très longtemps, ça a été appréhendé de cette manière-là. La deuxième représentation que l'on peut avoir, qui est de l'autre côté, on va dire, ou à l'opposé, enfin j'aime pas les opposer, mais elle est très éloignée de celle-ci, et elle est beaucoup plus globale finalement comme approche, celle-ci. C'est de considérer que la digue, c'est finalement une zone intermédiaire, une zone de transition, d'échange entre la terre et la mer. Autrement dit, c'est vraiment une frontière, encore une fois, mais elle est dynamique et elle crée la possibilité, puisque c'est une zone d'échange, eh bien d'interaction et de reconnexion à la mer, ou en tout cas de lien entre la terre et la mer. Donc ici, on a une vision plutôt écocentrée, où on prend en compte, dans cette approche écocentrée, les interactions entre la mer et la terre, où on se trouve, nous, mais dans la mer, il y a d'autres espèces, et dans ces zones de transition, hein, où on a donc des digues qui permettent des zones d'échange entre terre et mer, eh bien on a d'autres espèces animales, végétales, qui vont évoluer. Du coup, ça donne, si vous voulez, pour avoir étudié avec des collègues ces questions-là, ça donne en fait une représentation, je vais vous le montrer à travers les photos, si j'y arrive. Voilà, ici c'est un travail qui a été fait sur les marais côtiers atlantiques, et là c'est sur l'île de Ré. Et donc on a à gauche et à droite deux représentations très différentes de cet objet digue. Une approche très anthropocentrée, à gauche. Vous avez la digue du Boutillon, alors si certains connaissent, voilà, typiquement une frontière, un grand mur très haut, et on ne veut pas du tout avoir d'échange avec la mer, et de l'autre côté on est protégé. Voilà, on voit même pas, enfin si on voit la mer là encore, mais bon, il va falloir remonter hein, la digue à l'avenir. Bon, vous avez ici une autre vision très anthropocentrée aussi, hein, mais voilà, avec un mur, des enrochements, et derrière des habitations qui sont occupées, pas tout le temps d'ailleurs pendant l'année, ça c'est un autre aspect du problème, mais bon, voilà, c'est toujours l'île de Ré. Hein. Et ici, à droite, une approche plutôt écocentrée, où on voit ici, j'aime bien montrer la digue de l'îlot des Niges, qui est représentée ici, on voit une photo avec la végétation, on se demande même si c'est une digue. Mais c'est une digue. Seulement, c'est une digue qui permet, comme ici à gauche, ici, d'envisager des reconnexions à la mer, d'envisager donc ici la possibilité qu'à un moment donné, le niveau de l'eau soit tel qu'il va bien avancer sur cette végétation. Ça ne menace pas les végétaux, si vous voulez, mais c'est voilà. Et donc, bon, là c'est un autre exemple ici, mais donc, si vous voulez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que face à ces questions d'adaptation, le littoral néo-aquitain peut avoir effectivement des possibilités de traiter ces questions-là. Si je reprends le troisième point, hein, avec cette vision voilà, d'une possibilité de se protéger, mais tout en respectant finalement le milieu naturel, parce que ici, dans l'îlot des Niges, on va avoir ici des espèces faunistiques, enfin des végétaux, de la faune, etc., qui va pouvoir continuer à vivre, et nous aussi. Hein. Alors qu'ici, on n'a aucune biodiversité, on n'a rien. Donc voilà, ça rebat les cartes un petit peu sur la façon dont on envisage finalement cette adaptation face à ces changements globaux, et ici avec ce risque de submersion, en tout cas pour ce qui concerne ces marais côtiers. Donc voilà, c'était un petit peu pour présenter ce point-là, et je vais terminer sur ces photos-là. Donc je vous remercie pour votre attention.